What's up, bonjour, le CSP, le Calisthenics Science Podcast. Épisode solo aujourd'hui de moi-même, de Morgan Nutrition, sur Instagram, mais bon, si vous êtes ici, c'est que vous me suivez forcément sur Instagram, c'est évident, donc cette publicité est inutile. Alors, si vous avez écouté le dernier épisode, qui était avec Alexandre, bon, on a discuté d'un tas de choses, de nos actualités et autres, et un des sujets abordés était que notre inactivité, du moins de mon côté, était en partie liée au fait que j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour, non pas de la question, mais le tour des questions qu'on nous posait fréquemment, parce que on nous posait régulièrement les mêmes choses, qui étaient des questions pertinentes, parce que ça concernait beaucoup de gens, mais qui étaient des questions pas très stimulantes pour les grands intellectuels que nous sommes. Et pour le coup, j'avais fait ce qu'on pourrait considérer, ce qu'on pourrait appeler comme un appel à la question haut de gamme. Et j'ai demandé dans les podcasts à ce qu'on nous pose, à ce qu'on me pose des questions un peu plus big brain, parce que je pense pouvoir offrir bien plus que ce que je donne actuellement dans le CSP en matière de niveau d'avancement dans les réponses. Mais pour aborder des concepts avancés, il faut que les questions me laissent l'opportunité d'en parler. À l'instant, je sirote mon café. Vous inquiétez pas, il est 11h36. La caféine ne va pas interférer avec mon sommeil. Le café est trop chaud. Ok, donc je vous disais que j'attendais des questions un petit peu plus haut de gamme entre guillemets. Non pas que les questions usuelles, habituelles soient maxi inintéressantes, mais voilà, j'aimerais aborder des sujets un peu plus avancés dans les podcasts. Et je pense que ça peut bénéficier à pas mal d'entre vous. Et c'est taper la question à pousser certains d'entre vous et du coup m'envoyer des messages, dont une première question que j'ai reçue hier de Exilibre90 sur Insta. Enfin, du coup, c'est le compte un peu pro coaching de Martin Meyers, donc, qui est un compère belge qui fait du calisthenics, mais surtout du handstand. Et il m'a posé une question en message vocal. Bon, j'ai essayé tout à l'heure, là, en off, d'essayer, du coup, de vous faire écouter le message vocal via mon ordinateur, mes haut-parleurs, mais bon, la qualité était vraiment pas fantastique. Du coup, je vais vous retranscrire à l'oral, par moi-même, je veux dire, sa question. Sa question, c'était ça. Il y en avait plusieurs d'ailleurs. C'était son cas de figure, c'est que il s'entraîne en handstand et en calisthenie. Il commence ses séances par du handstand et il m'annonce avoir une digestion vraiment lente. C'est-à-dire qu'il doit manger au moins 2 heures avant sa séance, même plutôt vers les 3 heures. Ok, donc il m'annonce avoir une digestion assez lente, donc son repas pré-entraînement est vraiment loin de son entraînement. Et il me dit également que ces séances peuvent durer un petit peu et qu'il a réellement, fréquemment, un gros coup de mou en milieu de séance. Et il se pose la question de manger quelque chose pendant son entraînement, ou du moins d'avoir un apport alimentaire, que ça soit du coup quelque chose de solide, quelque chose de liquide, différentes sources de protéines / glucides. Il me demandait ce que j'en pensais là-dessus, si j'avais quelque chose à lui recommander. Ça, c'était donc sa première question. Et sa deuxième question, on y viendra en deuxième moitié de podcast. Il me demandait, par curiosité, si le fait d'avoir une digestion lente pouvait correspondre avec le fait d'avoir, je cite, un métabolisme lent. Bon, j'aime pas trop cette terminologie, mais ça, on y vient tout à l'heure. Ok, tout d'abord, on va dire quelques mots sur la proximité de votre repas pré-entraînement par rapport à votre séance. Quel est le but du repas pré-entraînement ? Il va être double, mais je vais vous décrire ça juste après que je me sois délecté la fin de mon café, qui, je l'espère, sera un petit peu plus tiède cette fois-ci. Le café est bien tiède. Ok, quel est le rôle du repas pré-entraînement ? Il va être double. Je dirais le principal, ça va être de vous fournir de l'énergie pour votre séance d'entraînement. Et là-dedans, on va mettre à la fois s'assurer que vos stocks de glycogène soient pleins, ou du moins pas trop faibles, pour votre séance d'entraînement. Les stocks de glycogène, vous le savez, c'est les stocks de glucides stockés intramusculairement, mais aussi dans le foie. On parle alors de stocks de glycogène hépatique. Donc voilà,
première fonction du repas pré-entraînement, ça va être l'énergie via les stocks de glycogène. Faire hausser également un petit peu votre glycémie pour avoir également des glucides à disposition dans votre sang pendant l'effort. Donc, première partie, c'est ça, c'est les glucides. Et deuxième considération, ça c'est quelque chose dont je parle pas mal sur Insta. Aujourd'hui même, j'ai encore fait une story là-dessus par rapport aux protéines. Avoir des protéines pré-entraînement, c'est également important pour, eh bien, en fait, avoir des acides aminés, donc des morceaux de protéines, en circulation dans votre sang pendant l'entraînement. Et ça va vous permettre de faire en sorte que l'entraînement ne soit pas excessivement catabolique. Donc qu'il ne, pour simplifier, détruise pas une trop grosse quantité de masse musculaire. On va dire ça comme ça, hein, vraiment, grosso modo. Hein. Parce que si votre entraînement est trop catabolique, eh bien théoriquement vous aurez besoin de plus de temps pour récupérer de cette séance, et que même d'un point de vue balance protéique, donc l'équilibre synthèse dégradation, donc l'équilibre création destruction de tissus protéiques, de masse musculaire on pourrait dire, bah, sera peut-être pas tant que ça à votre avantage si votre entraînement est très catabolique. Donc le repas pré-entraînement, on va vouloir que il contienne des protéines et des glucides. Très bien, ça on l'a compris. Ce qui va dicter le timing idéal de votre repas pré-entraînement, bah, ça va également être la composition. En fait, il y aura un peu, comment dire, les deux facettes, c'est-à-dire que plus votre repas pré-entraînement il va être proche de la séance, moins vous allez pouvoir envoyer un gros repas, parce qu'on va pas vouloir surcharger la digestion à ce moment-là. Et à l'inverse, plus votre repas pré-entraînement il est éloigné de la séance, plus on va vouloir le rendre gros ce repas, pour mettre du temps à le digérer, pour qu'à nouveau on se retrouve intra-séance à avoir encore des stocks, des glucides en circulation, des glucides disponibles dans les stocks de glycogène, et à nouveau des protéines, donc des acides aminés plutôt, en circulation dans notre sang. Donc si on mange 1 heure avant la séance, typiquement ça va être un shaker de whey, une banane ou des clémentines. Par contre, si on mange 2 heures, 3 heures avant la séance, on a tout intérêt à ce que ce repas-là il soit assez gros, qu'on mette du temps à le digérer, et c'est dans ce cas de figure où, on n'a pas parlé jusque-là, on bénéficierait d'ajouter des fibres et ou des lipides, donc des graisses, pour ralentir la digestion de ce repas, et à nouveau faire en sorte qu'on ait nos glucides et nos protéines disponibles au moment qui nous intéresse, c'est-à-dire notre séance d'entraînement. Donc Martin me dit, lui, qu'il a besoin de 2 heures, parfois 3 heures, avant de pouvoir s'entraîner correctement. D'autant plus qu'on le sait très bien, si vous en avez déjà fait, le handstand ventre plein, c'est très désagréable. On devient rapidement nauséeux ou avoir envie de vomir. Donc la recommandation, principalement, ça va être de tester d'autres repas que son repas pré-entraînement habituel. Certainement des choses plus digestes, comme typiquement ce que j'ai indiqué juste avant, juste un shaker de whey, un shaker de protéines en poudre, des fruits, peut-être des pâtes de fruits, peut-être un smoothie, donc à nouveau des calories que liquides, pour cette fois-ci avoir quelque chose de très digeste, et vous l'avez peut-être remarqué, quelque chose qui contient peu ou pas de lipides, et peu ou pas de fibres, qui sont les deux choses qu'on chercherait à ajouter dans notre repas pré-entraînement si ce dernier était vraiment éloigné de la séance. Donc la première recommandation pour Martin, ça va être tester de consommer un repas pré-entraînement un peu plus digeste, sûrement, voir comment il y répond, et si ça lui permet de s'entraîner un peu plus proche de ce repas-là en question. Ce qui lui permettrait par ailleurs, certainement, de réaliser sa séance avec à nouveau des taux d'acides aminés sanguins élevés et une glycémie haute, donc mettant à disposition des glucides pour la séance, et autres. Parce que si son repas l'après-entraînement à Martin, il est si dur à digérer que quand il a finalement fini de le digérer, il a plus cette glycémie élevée, il a plus ces acides aminés à disposition dans le sang, ça devient maintenant moins productif. Donc il a plus trouvé son juste milieu là. La recommandation serait un repas pré-entraînement un peu plus proche. Première partie de ma réponse à sa question. Deuxième partie de ma réponse à sa question, ça va être, si on décide d'ajouter quelque chose pendant la séance, ça va être quoi? En fait, ça va être un peu la même chose. On va à nouveau retomber sur des glucides
et peut-être des protéines facilement digestes, bien que je m'orienterais d'abord plutôt vers des glucides uniquement. Parce que on va directement finir à propos des protéines. Des protéines intra-séance, le but ce serait quoi? Ce serait, d'accord, toujours de rendre l'entraînement moins catabolique. Ok, mais de façon réaliste. Qu'est-ce qu'on a comme protéines intra-séance qu'on peut consommer? Est-ce qu'on va manger du poulet? Non. Est-ce qu'on va manger des œufs? Non. Est-ce qu'on va prendre de la whey? Peut-être. Mais ça peut causer des troubles digestifs à certaines personnes. On va peut-être prendre une whey isolate plutôt que concentrée. D'accord. On va peut-être même opter, mon Dieu, pour de la clear whey. Je n'avais parlé en story récemment. Bon, d'un point de vue marketing, c'est très fort. Bon, c'est la whey qui coûte plus cher que la whey isolate pour des valeurs nutritionnelles vraiment similaires, mais juste un peu plus fluide de consistance et avec un goût un peu moins laiteux. Ça me fait très rire parce que c'était le premier argument marketing, premier argument de vente qui était avancé pour, euh, pour rendre la clear whey séduisante pour l'acheteur. Bon, bref, en fait, de la whey intra-séance. Ouais, pourquoi pas 5 grammes, mais de toute façon, c'est pas ça qui va améliorer la qualité de votre séance. Vous n'allez pas vraiment le sentir. Le fait d'avoir ou pas des protéines pré-entraînement ou pas des protéines intra-entraînement même. À nouveau, c'est plutôt pour cette question de balance protéique. C'est plutôt quelque chose que je dirais même pas que vous pourrez ressentir chez votre récupération parce que vous pourrez pas subjectivement le ressentir, mais c'est plutôt quelque chose qui aurait du sens pour votre récupération. Donc voilà pour les protéines. Après, bon, on va pas parler de EAA, Essential Amino Acid, donc acide aminé essentiel. C'est les acides aminés que votre corps ne peut pas produire. Ou alors les BCA, qui sont que 3 acides aminés essentiels. Non, on va même pas parler de ça, qui selon moi sont des encore moins bons choix que de consommer de la whey intra-workout, mais à nouveau, la whey intra-workout, si vous avez eu des protéines avant l'entraînement, je pense que ça en vaut pas la peine. Ça en vaut pas la peine. Pour vous dire, en ce moment, vraiment, je cherche à optimiser toutes les variables pour maximiser ma prise de muscle. C'est pas quelque chose que je fais. Je me prends pas à tête avec ça parce que on n'a pas de données qui nous indiqueraient que ça permet vraiment d'avoir une meilleure balance protéique. Enfin, si on a déjà des protéines sur le repas pré-entraînement et qu'il est assez proche, il n'y a pas de galère. Bon, voilà. Donc, je recommanderais pas des protéines intra-séance à Martin. Je recommanderais peut-être par contre des glucides. Je recommanderais des glucides intra-séance. Alors, non pas parce que, et c'est là que ça devient intéressant, non pas parce que spécialement son type d'entraînement dépléterait, c'est peut-être un néologisme, pardon, bref, réduirait, consommerait des stocks de glycogène pendant la séance, parce que du handstand et l'entraînement de calisthénie assez proche de l'entraînement de musculation, de force, ça consomme pas trop de glycogène. Surtout, ce sera certainement pas le facteur limitant, à moins qu'il sollicite tous les jours les mêmes muscles avec un fort volume d'entraînement et qu'il a peu de glucides sur ses autres repas. Non, voilà. Donc je ne recommanderais pas spécialement des glucides intra-séance pour cette question-là de vraiment avoir comme substrat énergétique des glucides, ok. Mais je recommanderais peut-être plutôt des glucides pour alors presque l'effet placebo, mais je dirais une combinaison entre l'effet placebo et juste l'effet cognitif de clarté mentale dont il pourrait bénéficier en ajoutant des glucides. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Bon, pour l'entraînement d'endurance, ok, il y aurait réellement un fondement physiologique, réellement un bienfait sur la performance de cyclisme ou de course peut-être, sur le temps qu'on met à finir une course. Si la course est longue, ok, là on bénéficierait d'avoir des glucides, ok. Très bien, ça c'est avéré. Pour l'entraînement de résistance, pas tellement. Mais par contre, il peut y avoir cet effet, je dirais, un petit peu de baisse de la clarté mentale, baisse de la concentration. Peut-être, et là je m'avance un petit peu, à mesure que votre glycémie baisse pendant la séance, possiblement. Et certainement juste qu'ajouter des glucides intra-séance vous permettrait de garder une certaine concentration, une certaine clarté d'esprit, et presque en fait se servir de ces glucides intra-entraînement comme juste, je dirais, carburant pour votre cerveau, plutôt que réellement comme carburant pour vos muscles. Vraiment. Et quelque chose qui est intéressant, c'est que je pourrais recommander à Martin de consommer des glucides intra-workout. C'est jusque-là, en 15 minutes de podcast, ce que je recommandais. Mais
on a même des études qui nous indiquent que le simple fait de se rincer la bouche avec une boisson sucrée, et ensuite de cracher ce liquide, améliore les performances sur des sports endurance. Donc il y aurait même en fait cet effet juste, et c'est pour ça que j'avais parlé d'effet placebo, cet effet un petit peu, on feinte notre corps en lui faisant croire qu'on va lui envoyer des glucides. Votre langue capte en fait que c'est une boisson au goût sucré, donc qui certainement contient du glucose. Et je dis bien une boisson au goût sucré qui certainement contient du glucose, parce qu'on va y venir. Ce qui est dingue, c'est que c'est aussi le cas avec des boissons édulcorées, qui contiennent même pas en fait de grammes de glucose au final. Donc voilà, je vous disais, avoir des glucides intra-entraînement, il y aura même cet effet placebo de ça prank un peu votre corps en lui faisant croire qu'on va lui envoyer des grammes de glucose alors que c'est même pas le cas. Et ça a été observé comme boostant la performance dans les sports endurance. Donc, si on considère qu'une séance très longue d'entraînement de calisthénie, ça peut bénéficier de la même supplémentation qu'une séance un peu plus courte, mais plus intense d'entraînement d'endurance, il y aurait dans ce sens-là du raisonnement allant en faveur de la supplémentation en glucides ou en glucose intra-séance. Ok. Tiens, voilà, on finit sur ce point-là. Il y a également, donc, je vous disais, des études qui montraient que boire une boisson édulcorée, contenant des édulcorants artificiels, qui sont, si vous voulez, c'est pas un épisode sur le sujet, mais les faux sucres comme l'acésulfame-K, le sucralose, l'aspartame, tout ça, ça améliore également les performances. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que on bénéficiait même de consommer juste une boisson édulcorée intra-séance. Donc que c'était même, j'avais dit ça, le goût en fait de quelque chose de sucré qui feintait votre cerveau à croire qu'il allait avoir accès à le sucre et qui en fait, dans un sens, libérait un potentiel de performance un peu en donnant le feu vert, en faisant croire que c'est bon, on pouvait dépenser plus d'énergie, mieux performer, parce que visiblement, dans les minutes à venir, on allait envoyer du glucose. Alors que c'est pas le cas si on consomme du Coca Zéro intra-séance. Bon, je ne recommanderais pas du Coca Zéro parce que le côté gazeux du produit vous fera pas du bien pendant votre séance, mais une autre boisson édulcorée pourrait considérer que ça améliorerait les performances intra-séance. Ok. Donc, Martin, que consommer intra-séance ? Eh bien, des protéines peut-être, si la séance est très longue, au point que tu as plus de 5 heures entre ton repas pré et post-entraînement. Dans ce cas de figure, tu pourrais peut-être mettre 10 grammes de whey isolate dans ta boisson, ou juste te faire un mini shaker à côté et tu le bois d'un coup en milieu de séance. D'accord, pourquoi pas, pour réduire un peu le catabolisme, potentiellement améliorer un petit peu ta récupération. Mais sinon, voilà, quel apport alimentaire pendant la séance ? J'opterais plutôt pour la maltodextrine ou du dextrose, qui sont des sources de glucides plutôt digestes, plutôt économiques. Si vous voulez du sucre en poudre en fait, hein, simplement que vous ajoutez à votre bouteille d'eau. J'opterais plutôt pour ça, plutôt que pour des aliments réellement solides, type une banane, des pâtes de fruits, un sandwich, qui pour le coup serait moins rapide à digérer. Donc déjà, ce serait peut-être moins confortable niveau système digestif intra-séance. Et on rentrerait aussi même dans le problème de, le temps que tu digères correctement ton sandwich, la séance vient de se finir. Donc ça n'a déjà plus d'intérêt. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet de que consommer intra-séance. Là, dans le cas de figure de Martin, qui a des séances assez longues, il a ce petit coup de barre intra-séance. On pourrait aussi explorer le côté électrolytes, aussi peut-être, donc sels minéraux intra-séance, qui peut jouer aussi dans la perte de performance, mais vu le type d'entraînement que fait Martin, c'est certainement un type d'entraînement qui le fait assez peu transpirer. À nouveau, on n'est pas dans un sport endurance, et je pense que même avant juste d'ajouter, disons, du sodium à sa boisson intra-séance, il bénéficierait peut-être juste d'ajouter un peu de sodium, même sous la forme de sel de table, en fait, tout simplement, à son repas pré-entraînement. Ou à son shaker pré-entraînement, s'il décide d'implémenter ce qu'on a vu, qui était juste de chercher à consommer un repas plus proche de la séance, mais plus léger, type un shaker de whey, ou tout autre type de protéines, pour de préférence pas la caséine, parce que ça se digère assez lentement, et une banane, par exemple.
Donc shaker banane 1 heure avant entraînement. Intra-entraînement, si la séance est très longue, ça va être quelque chose comme 20 à 40 grammes de glucose sous la forme de maltodextrine ou de dextrose. Potentiellement 10 grammes de whey isolate, soit qui dilue dans le tout, mais ça peut être assez peu sympa d'un point de vue gustatif en fait, de boire 1,5 litre d'eau avec 10 grammes de whey dedans. Ça peut être un goût dilué vraiment pas cool. Donc glucose, peut-être un peu de protéines, même si à nouveau c'est même pas quelque chose que je fais ni que je recommanderais particulièrement. Et ensuite la partie électrolytes, ça je vais pas en parler dans ce podcast. Je n'aurais plutôt parlé s'il faisait un sport endurance, mais là c'est un peu en dehors du sujet. Ok, voilà pour la première partie de la question, qui était que manger avant, que manger pendant, sur des séances longues, qu'on a du mal à digérer quoi que ce soit après-séance. Et après, vachement intéressant, sa deuxième question, c'était est-ce que digérer lentement, par extension, voilà, ça peut se traduire, ça peut signifier avoir un métabolisme lent. Alors, métabolisme lent, j'aime pas trop l'expression parce que c'est pas vraiment une question de vitesse, donc de rotation, d'une roue de vélo ou quoi que ce soit. C'est plutôt, tu vois, je préférerais qu'on dise, un taux métabolique de base en dessous de la moyenne, un taux métabolique de base au-dessus de la moyenne, une personne ayant un métabolisme hautement adaptatif, faiblement adaptatif. Plutôt ces termes-là qui sont plus précis, qui représentent davantage des réalités. Bon, même si le terme populaire métabolisme rapide, métabolisme lent, on comprend très bien ce que ça veut dire, savoir métabolisme lent par sagesse populaire, on pourrait presque dire. C'est désigné comme étant quelqu'un qui aurait une dépense calorique faible par rapport à ses critères, c'est son statut d'activité physique, de taille, de poids, de sexe et autres. Donc voilà, quelqu'un qui serait peut-être en dessous de la moyenne au vu de ces données-là. Ok. Eh bien, à ma connaissance, ça n'a même pas été quelque chose qui a été étudié. C'est-à-dire la vitesse de digestion, en quoi ça impacterait, en quoi ce serait lié ou pas, avec un taux métabolique plus rapide. Enfin, vous avez vu, là, même encore, je fais la confusion. En quoi ce serait lié ou non avec un taux métabolique plutôt élevé, plutôt faible, par rapport à la moyenne estimée, par rapport aux valeurs estimées. Non, ça n'a même pas été quelque chose qui a été étudié. Et j'ai pas de raison de croire que ce serait le cas. Donc, à ma connaissance, voilà, mon interprétation, ce serait que non. C'est pas parce que vous digérez lentement que vous avez un métabolisme plus faible que prévu. C'est pas parce que vous digérez rapidement que vous avez une plus forte dépense calorique que votre voisin qui pèse pareil que vous, qui mesure pareil, qui a le même âge que vous et autres. Non, voilà. À ma connaissance, non. Bon, voilà. On a répondu à une question en 2 minutes, parce qu'il n'y a juste pas de données là-dessus. Mais, question intéressante, et voilà, quand vous avez, je dirais, un peu ces petites théories, ces petites questions qui un peu qui vous démangent, ça vaut toujours la peine de me les poser, parce que là, en l'occurrence, c'est un peu une question qui tombe à l'eau, parce que je vous dis qu'il n'y a juste pas de recherche dessus, ou du moins, à ma connaissance, ça n'a pas été étudié. Et la conclusion un peu triste, neutre et sans histoire, c'est que je considère qu'il n'y aurait pas de raison de croire que ce serait le cas. Mais on aurait pu tomber sur un sujet vachement intéressant, et puis j'aurais peut-être pu vous dire « Ah oui, récemment, je me suis plongé dans la recherche sur ce sujet-là, et figurez-vous que par tel mécanisme, ça peut être le cas ou pas. » Bon voilà, épisode assez court, 24 minutes. Si vous avez des questions comme ça, d'ailleurs, je vais peut-être essayer de trouver un nom à ces podcasts solo qui seront précisément des réponses détaillées à vos questions. Vous pouvez me proposer, ça peut peut-être être DMN, demander à Morgan Nutrition, ou QBB, question Big Brain, enfin je sais pas, des choses comme ça. Bon, c'est un peu égocentrique de dire question Big Brain, mais bon, on n'a pas un BTS diététique ici. On n'a pas un BTS diététique, et on se forme en permanence pour essayer d'élever le niveau du game nutritionniste nutritionnel français. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était forcément le cas. Si vous avez des questions, Big Brain, des QBB, soit un message, même principalement un message sur Instagram, @morgannutrition, soit en commentaire sur le Calisthenics Science Podcast sur YouTube.
Voilà. À très bientôt, chers auditeurs, et n'oubliez pas de manger vos légumes.